Le détournement cognitif silencieux, la manipulation invisible. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons explorer les recoins les plus sombres et les plus subtils de la manipulation psychologique. Il existe une forme de violence qui ne laisse pas de bleu, une agression qui ne fait pas de bruit, mais qui érode l'âme aussi sûrement que l'eau sculpte la pierre. C'est le détournement cognitif, ou gaslighting, et plus particulièrement sa forme la plus insidieuse, le détournement par le silence. Cette manipulation par omission est peut-être la plus puissante de toutes. Qu'elle vienne de l'agresseur lui-même ou de l'entourage qui choisit de ne rien voir, elle crée un vide. Il n'y a rien à entendre, rien à voir, rien à quoi se raccrocher. Seulement un sentiment de désespoir et de confusion qui grandit en nous, nous faisant douter de notre propre réalité. Imaginez cette scène, si familière pour quiconque a connu une relation avec une personnalité narcissique. Vous essayez de communiquer, avec une infinie précaution, marchant sur des œufs pour ne pas déclencher de conflit. Vous pourriez dire « Chérie, j'aimerais beaucoup qu'on puisse voir ma sœur et son mari pendant qu'ils sont en ville. Nous les avons manqués les dernières fois, et ils voulaient nous inviter dans ce nouveau restaurant que tu aimes tant. Je sais que ta semaine a été chargée, mais ce ne serait que pour le dîner de samedi soir. » Vous avez pris toutes les précautions, adouci chaque mot, présenté le contexte. Et la réponse fuse, cinglante, « Oh, s'il te plaît. L'idée même d'écouter ton beau-frère se vanter de sa nouvelle entreprise me fatigue d'avance. Et puis, avoue que tu n'apprécies même pas tant ta sœur que ça. Tu sais à quel point j'ai travaillé dur, et bien sûr, tu vas encore dire que c'est de ma faute, que je suis le méchant qui ne veut jamais voir ta famille. Mais sais-tu quoi? C'est égoïste de ta part de me demander ça après la semaine que j'ai eue. » Le discours est familier. Une avalanche de reproches, de culpabilisation. Vous êtes blessé, isolé, et une pensée fugace vous traverse. Que fais-je dans cette relation? Elle me détruit. Puis, le lendemain, revirement de situation. Votre partenaire vient vous voir, souriant. Tu sais, chérie, ma semaine s'est finalement bien terminée. L'affaire a été conclue. Alors, allons-y. Allons dîner avec ta sœur. Je sais qu'elle compte beaucoup pour toi, et j'ai envie d'essayer ce restaurant. Ça va être sympa. Sur le moment, beaucoup de gens seraient simplement heureux. Vous pourriez même penser que c'est une preuve d'empathie, qu'il a entendu votre besoin. Vous pourriez vous sentir euphorique, et même vous en vouloir d'avoir douté de lui, d'avoir imaginé une vie sans lui. Vous vous dites, tu vois, il n'est pas si narcissique, il voit ce qui est important pour moi. Mais plus ce schéma se répète, moins il vous rendra heureux. Pendant longtemps, cela devient le rythme toxique de la relation. D'abord, la déception, le choc, la démonstration de force pour vous rappeler qui est le maître du jeu. Une fois que cette hiérarchie est rétablie et que vous vous êtes résigné à la déception, il fait un pas en arrière et vous accorde ce que vous vouliez. D'accord, je suis si gentil, tu peux avoir ce que tu veux. Comme s'il vous faisait une faveur, alors que vous demandiez simplement une chose normale et saine. Ce va-et-vient constant, cette dynamique que l'on pourrait appeler « bourreau-sauveur » vous épuise. Le mot « bourreau » peut sembler fort, mais l'usure psychologique est bien réelle. Vous vous habituez à ces cycles de déception et de rédemption. Parfois, l'enjeu est plus grand. L'annonce d'une annulation ou d'une décision unilatérale peut vous plonger dans un état de panique, vous forçant à gaspiller votre énergie et vos ressources pour trouver une solution. Avant qu'il ne vous annonce que, finalement, le problème n'existe plus. Vous vivez dans un état d'alerte permanent, ce qui est dévastateur pour votre santé. Cette instabilité est particulièrement destructrice dans le cadre de la coparentalité. En tant qu'adulte, vous pouvez apprendre, avec le temps, à surfer sur ces vagues de déception, à anticiper le retournement de situation. Mais vous devez vivre avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, gardant vos plans et vos proches en suspens jusqu'à la dernière minute. C'est déjà difficile pour un adulte. Mais pour un enfant, qui doit constamment se demander si les choses vont bien se passer, c'est une expérience terrifiante, qui crée un profond sentiment d'insécurité. Les parents narcissiques utilisent cette tactique avec leurs enfants. Ils peuvent dire non, les ignorer, leur infliger un traitement silencieux, puis revenir sur leurs décisions comme si de rien n'était. Un enfant n'a pas les mêmes capacités de recul qu'un adulte. Il est beaucoup plus vulnérable. Il se sentira immensément reconnaissant que son parent ait finalement cédé,
ce qui ne fait que renforcer le lien traumatique. En réalité, ce parent qui le maintient dans l'incertitude avant de le « sauver » peut apparaître plus héroïque que le parent qui est simplement fiable, prévisible et qui ne joue pas avec ses émotions. C'est une situation déchirante pour le parent protecteur des constants. L'autrice Rebecca Humphries a utilisé une analogie puissante. Une relation narcissique, c'est comme rencontrer quelqu'un qui vous emmène au sommet d'un gratte-ciel de 100 étages. La vue est magnifique, l'ascension est enivrante. Et au moment où vous vous blottissez dans ses bras, il vous pousse dans le vide. Dans la terreur de la chute, vous comprenez enfin la véritable nature de cette relation. Mais juste avant que vous ne touchiez le sol, il vous rattrape. Votre séducteur est devenu votre bourreau, puis votre sauveur. Vous êtes désormais lié à une créature dangereuse, déroutante et insaisissable. Vous devenez non seulement hypervigilant, mais vous commencez aussi à vous blâmer. Le schéma est toujours le même. Vous exprimez un besoin, une envie. On vous le refuse, on vous fait honte de l'avoir demandé. Vous vous sentez coupable, en colère, vous remettez tout en question. Et puis, la personne fait volte-face et vous accorde ce que vous vouliez. Elle peut ainsi se draper dans le rôle de la personne gentille et accommodante. Et la plupart d'entre nous, épuisés par le conflit et désireux de préserver la relation, ne soulignent pas le schéma. Nous ne demandons pas « Pourquoi as-tu été si cruel avec moi quand j'en ai parlé la première fois ?» Nous sommes juste soulagés que les choses se soient arrangées. Les relations narcissiques ne sont pas basées sur la communication ou la croissance. Elles sont basées sur la tactique et la survie. Chaque décision de votre part doit être calculée. Vous apprenez, lentement et douloureusement, à retenir vos désirs, à vous taire et à vous blâmer. Vous attendez les bons moments. Et quand la personne narcissique accepte avec condescendance ce que vous voulez, se présentant comme magnanime, vous ne remettez pas en question sa cruauté initiale. Vous savourez la petite victoire, juste pour obtenir quelque chose dont vous aviez besoin. Ces relations fonctionnent parce que nous refoulons les abus et nous nous accrochons aux rares moments de normalité, en essayant de nous convaincre qu'ils représentent la majorité du temps. La situation est encore pire quand il ne s'agit pas d'obtenir quelque chose, mais de ne pas perdre quelque chose. Par exemple, la personne narcissique vous annonce que les vacances que vous planifiez depuis des mois sont annulées. Ou que les enfants ne pourront pas faire leur activité extrascolaire parce que c'est trop cher. Ou pire, nous allons déménager. Je sais que tu as tous tes amis ici, mais c'est mieux pour nous. Votre monde s'effondre. On vous retire quelque chose que vous teniez pour acquis, sans explication valable. Votre réaction, la tristesse, la colère, la protestation, est immédiatement balayée d'un revers de main. On vous traite d'égoïste, on vous dit que vous devriez comprendre. Et encore une fois, vous doutez de tout. Vous vous demandez, même si vous n'êtes pas vraiment la personne égoïste. Puis, après vous être noyé dans le chagrin et le sentiment de perte, la personne revient et dit « Tu sais quoi? C'est bon. Nous partirons en voyage. » Ou « J'ai trouvé une solution pour l'activité des enfants. » Ou « Finalement, nous n'allons pas déménager. » Et là, on attend de vous de la gratitude, des remerciements, des éloges. « Tu es génial. Merci beaucoup. » Une tension s'installe en vous. Est-ce votre héros, ou est-ce que toute cette angoisse était complètement inutile? Vous avez peut-être déjà annoncé la mauvaise nouvelle aux enfants, essuyé leurs larmes. Le soulagement que vous ressentez alors ressemble à de l'approbation, à de la louange, au lieu de voir clair dans ce schéma toxique. Ces montagnes russes émotionnelles, ce cycle de déception suivi du retour du héros, ont un coût psychologique énorme. Il ne s'agit pas d'un événement isolé. Il s'agit d'un schéma répétitif qui place chroniquement la personne narcissique dans le rôle du sauveur, alors qu'elle est à l'origine même du chaos. Il est crucial de voir les deux faces de la médaille, l'abus initial et la fausse rédemption. Le trajet était inutile, et l'usure sur vous est bien réelle. Si vous ne pouvez pas ou ne voulez pas quitter la relation, vous pouvez au moins la voir pour ce qu'elle est. Cessez de vous blâmer. Reconnaissez que ce n'est pas un schéma sain. Préparez des plans B, ne communiquez pas les pertes trop tôt aux autres, et surtout, ne célébrez pas les victoires, car elles n'en sont pas. Ce sont des drames artificiels créés pour maintenir le pouvoir, pour se donner en spectacle en tant que héros. Vous ne pouvez peut-être pas les confronter directement à leur jeu, mais vous pouvez le voir. Et retenir vos grandes démonstrations de gratitude. Au minimum,
cela vous aidera à vous sentir plus entier à l'intérieur. Ces petites coupures, ces vols émotionnels accumulés au fil du temps, peuvent faire autant de mal que des traumatismes plus évidents, avec le fardeau supplémentaire qu'il est très difficile d'obtenir du soutien. Les gens de l'extérieur ne voient que le résultat final et vous disent « Tu as eu ce que tu voulais, de quoi te plains-tu » Mais vivre dans cet univers où la déception est constamment suspendue au-dessus de votre tête est une manière de vivre insoutenable. Cela nous amène à une question fondamentale. L'amour est-il des mots ou un comportement? Un sentiment ou une présence? Une sensation ou une écoute? Si vous ne vous êtes jamais posé la question, il est peut-être temps de le faire. J'ai été témoin de cela d'innombrables fois. Des gens disent « je l'aime ». Ma question suivante est toujours « qu'est-ce que vous aimez chez cette personne ?» C'est un moyen rapide de déceler si l'on a affaire à un lien traumatique. Quand la réponse est vague, du genre « je l'aime, c'est tout », ou pire, une justification basée sur le statut « nous sommes mariés depuis 25 ans, c'est ma mère, c'est mon frère », cela ne répond pas à la question. Cela décrit la nature de la relation, pas les qualités de la personne que l'on aime. Alors, quand quelqu'un vous dit « je t'aime » pour excuser un mauvais comportement, est-ce suffisant? Je sais que je n'ai pas encore trouvé de travail et que tu paies toutes les factures, mais on s'aime, n'est-ce pas tout ce qui compte? Je sais que ma mère vous critique constamment, toi et les enfants, mais c'est la famille, on s'aime. Tu ne peux pas simplement l'ignorer. Ce texto ne veut rien dire. C'était une bêtise, j'avais bu. Elle ne compte pas. Je t'aime, toi. C'est ça l'important, non? Dans chacun de ces scénarios, une personne toxique, souvent narcissique, se comporte de manière blessante, égoïste ou irrespectueuse. Et au lieu de reconnaître le problème lorsque vous essayez d'en parler, elle brandit l'amour comme un bouclier, une carte sortie de prison. Oh, ce n'est pas important. Je t'aime. Ou nous nous aimons. C'est plus que suffisant. En réalité, non, ce n'est pas suffisant. L'amour est une belle chose pour un poème ou un film, mais dans la vraie vie, il ne suffit pas. L'idée magique que « je t'aime » efface tout est un non-sens. Les personnes narcissiques utilisent cette phrase comme une arme. C'est encore plus toxique quand ils disent « on s'aime », car ils vous entraînent dans leur récit fallacieux. Vous êtes obligé de vous défendre. Oui, bien sûr que je t'aime, mais ce n'est pas le sujet. Nous devons régler ce problème financier. Vous êtes entraîné sur un terrain glissant où vous devez parler d'amour, alors que le vrai problème est une trahison ou une irresponsabilité. L'amour véritable n'est pas un sentiment abstrait, c'est un engagement. C'est être présent de manière empathique, compatissante et désintéressée. C'est être financièrement responsable pour alléger le fardeau de son partenaire. C'est vider le lave-vaisselle après une journée difficile pour l'autre. C'est écouter, vraiment entendre l'autre quand il vous parle. Voilà ce qu'est l'amour. Et c'est pourquoi nous devons parler du détournement cognitif par le silence. Nous pensons souvent au gaslighting comme à quelque chose d'actif, des mots, des actions. On nous dit que nous avons tort, que nous sommes fous, que les choses ne se sont pas passées comme nous nous en souvenons. Mais cela omet l'une de ses formes les plus létales. Quand les gens ne disent rien, ne font rien. Ceci est vécu de manière tragique par les survivants de traumatismes, en particulier dans l'enfance. Un enfant subit un préjudice, il trouve le courage immense d'en parler, et rien ne se passe. Le silence qui suit est peut-être la pire des violences. C'est une négation absolue de son expérience. Il ne vit plus seulement dans la peur, mais dans un monde où sa réalité a été effacée. Ce schéma se reproduit à l'âge adulte. Au travail, dans le système judiciaire, et même au sein de nos relations. Des proches sont témoins de cruauté et ne disent rien, ne font rien. Le silence est une trahison. C'est un message clair. Ton expérience n'a pas d'importance. Tu n'as pas d'importance. Le détournement cognitif, à la base, est une négation de l'expérience, de la perception, de la mémoire. Le silence est la forme la plus pure de cette négation. Quand personne ne reconnaît ce qui se passe, on finit par croire que le problème, c'est nous. Nous interprétons mal la situation, nous sommes trop dramatiques. Cette répétition nous pousse à douter de nous-mêmes jusqu'à la folie. Quand le silence s'installe, nous pouvons devenir de plus en plus désemparés, élever la voix. Comment est-ce que personne ne voit ce qui se passe ici? Et à ce moment-là,
Le système se retourne contre nous, nous considérant comme la personne instable, déséquilibrée. Le détournement cognitif silencieux se multiplie. Dans ces moments-là, une seule personne qui remarque, une seule expression du visage qui valide notre perception, un seul témoin, peut suffire à nous ramener à la raison, à nous faire sentir un peu moins seuls, un peu moins fous. Le silence des autres est une invitation à nous questionner. Ce doit être moi, puisque personne d'autre ne le remarque. C'est l'histoire des habits neufs de l'empereur. Tout le monde voit qu'il est nu, mais personne n'ose le dire, jusqu'à ce qu'un enfant brise le silence. C'est pourquoi le détournement cognitif par le silence est si puissant. Il n'y a pas de conversation à enregistrer, pas de mail à conserver comme preuve. Il n'y a que l'abîme. Et si vous demandez aux autres de voir, il n'y a rien à voir. Elie Wiesel, lauréat du prix Nobel et survivant de l'Holocauste, a dit « La neutralité aide l'oppresseur, jamais la victime. Le silence encourage le bourreau, jamais le tourmenté. » Ces mots résonnent profondément pour quiconque a survécu à une relation abusive. La mentalité du « il faut être deux pour danser » ou « je ne veux pas prendre parti » est une forme de silence complice. Elle permet à l'abus de persister et laisse la victime déstabilisée, se sentant stupide et, pire que tout, coupable. Une autre forme de détournement cognitif, souvent manquée, est celle où l'on vous dit que vous êtes incompétent. Les relations narcissiques sont des espaces où l'insécurité est constante. Au fil du temps, votre confiance en vous s'érode. Vous doutez de votre jugement, de votre capacité à dire ou faire la bonne chose. Même les personnes les plus fortes et les plus confiantes peuvent se retrouver, après une telle relation, comme des coquilles vides, rongées par le doute et la confusion. Le détournement cognitif ne consiste pas seulement à nier votre réalité passée. Il consiste aussi à nier vos capacités présentes et futures. Le narcissique vous dit que vous n'êtes pas capable. De quoi? De tout et de rien. Tu ne sais pas conduire jusqu'à cette ville. Tu ne sais pas cuisiner ce plat. Tu n'écris pas assez bien pour reprendre des études. Tu n'es pas capable de voyager seul. Tu penses vraiment pouvoir gérer un travail et des enfants. Maintes et maintes fois, votre compétence est remise en question. C'est une négation de la réalité, surtout si vous savez pertinemment que vous êtes capable de faire ces choses. Au début, vous réagissez, vous vous défendez. Mais si, je sais cuisiner. J'ai toujours bien écrit. Ils vous répondent alors, arrête d'être si susceptible, ou ne sois pas si arrogant. Vous êtes piégé. Non seulement vous êtes incompétent, mais en plus, vous êtes fou de réagir ainsi. Le plus tragique est qu'au début, on peut interpréter cela comme de la sollicitude. Oh, il s'inquiète pour moi, il ne veut pas que je me fatigue. C'est un processus de conditionnement qui commence tôt, souvent en même temps que le love bombing. Nous voulons croire aux bonnes intentions de l'autre. Mais à force d'entendre que vous ne pouvez pas, que vous ne devriez pas, que vous n'y arriverez pas, vous commencez à le croire. Vous intériorisez le doute. Vous cessez de prendre des risques, de proposer de nouvelles choses. Vous vous retenez. Vous vivez une vie plus petite. Et le narcissique a gagné. Il vous contrôle. Une relation saine est un espace où la croissance est encouragée, où la prise de risque est soutenue. Les personnes saines ne sont pas menacées par le succès de leur partenaire. Si vous voulez reprendre des études, elles vous encouragent. Si vous voulez lancer votre petite entreprise, elles vous applaudissent. Si ce que vous avez entendu aujourd'hui résonne en vous ou pourrait éclairer le chemin de quelqu'un que vous connaissez, n'hésitez pas à partager cette réflexion. La connaissance est la première et la plus cruciale étape vers la libération et la guérison. Si vous sortez d'une relation narcissique, l'une des choses les plus importantes que vous puissiez faire est de commencer à faire tout ce qu'on vous a dit que vous ne pouviez pas faire. Organisez ce dîner. Faites ce long voyage en voiture. Adoptez ce chiot. Lancez cette entreprise. Éteignez la flamme du détournement cognitif par la simple preuve de votre compétence. Si vous êtes encore dans la relation, pratiquez la rébellion silencieuse. Travaillez sur vos objectifs sans les partager, car le narcissique tentera de les saboter avant même que vous n'ayez commencé. Faites-le pour vous rappeler votre propre valeur. Parmi les nombreuses pertes que le narcissisme a infligées au monde, l'une des plus grandes est le potentiel perdu de millions d'êtres humains. Pensez aux romans que nous n'avons pas lus,
aux découvertes scientifiques qui n'ont pas été faites, à la musique que nous n'avons pas entendue, parce qu'un narcissique a volé à quelqu'un la croyance en ses propres capacités. L'un des chemins les plus puissants vers la guérison est de vous réapproprier votre vie, en faisant précisément tout ce qu'on vous a dit que vous ne pourriez jamais faire. Ne laissez jamais la peur ou l'insécurité projetée par quelqu'un d'autre devenir